Le halal, ça peut sembler être un point mineur de la lutte contre l'islamisation. Alors que, pourtant, je vais essayer de vous le démontrer, c'en est le cœur nucléaire. Donc lutter contre le halal, c'est un moyen particulièrement efficace de lutter contre l'islamisation. Je vais vous citer le grand moufti de Bosnie-Herzégovine qui, au cours d'un congrès mondial sur le halal, en décembre 2010, disait que le halal permettrait de conquérir le monde. Donc il faut dire que ce monsieur, Mustafa Ceric, fait partie du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, vous savez, cet organisme qui est présidé par les frères musulmans et dont le leader est Youssef Kardawi, qui a écrit un livre d'ailleurs très intéressant sur le licite et l'illicite. Ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler, puisque c'est notre conférence aujourd'hui s'articule, c'est marqué sur l'affiche, comprendre et agir. Donc, j'en suis à la première partie pour essayer de comprendre pourquoi lutter contre le halal, c'est important. Il y a eu dernièrement aussi un livre qui a fait un ouvrage qui a fait un peu de bruit, écrit par Madame Bergeau-Blacker, une sociologue, et qui est à la faculté d'Aix-en-Provence, originaire de Bordeaux. Cette dame, d'ailleurs, lors d'une réunion que j'ai eue à Paris, m'avait accusé d'être islamophobe parce que je luttais contre l'islamisation, et pourtant je suis tout à fait d'accord avec elle sur certaines constatations, pas jusqu'au bout, je vais vous en parler. Donc elle dit dans cet ouvrage que le halal c'est l'invention d'une tradition qui remonte à une trentaine d'années. C'est à la fois vrai et faux. Le halal a toujours existé dans l'islam, mais il a été théorisé, organisé, mis en ordre de marche par les frères musulmans, par les groupements islamistes qui se sont rendus compte que justement c'était un moyen d'islamiser ou de réislamiser et de conquérir le monde, parce que le halal possède une double vertu. D'une part, c'est un marché astronomique sur le plan financier, et ensuite parce que ça permet de maintenir les musulmans dans l'obscurantisme, et c'est l'alliance, comme elle le dit elle-même, de l'ultralibéralisme et du fondamentalisme. Moi, j'ai une formule qui est à peu près identique, mais un peu plus lapidaire, qui dit que c'est l'alliance du mercantilisme et de l'obscurantisme. Vous voyez, donc je la rejoins. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que le halal est aussi une tradition, et c'est plus qu'une tradition, c'est quelque chose qui existe dans l'islam depuis les origines, mais simplement qui a été mis en ordre de bataille pour conquérir le monde. Je vais vous faire une troisième citation. Jean-Yves Le Gallou en a parlé comme des Turcs, vous savez, les Turcs voilà, et Gilles Kepel. Gilles Kepel, donc on ne peut pas le soupçonner de faire partie de la fachosphère ou des gens, ça fait partie des experts qui interviennent régulièrement, qui sont autorisés. Donc ce qui a été qualifié en son temps par, j'ai oublié son nom, mais qu'on appelait la classe parlante, c'est-à-dire les seules personnes qui ont le droit de s'exprimer. Et il disait, dans un de ses ouvrages parus donc, au début des années 2000, le halal est un instrument d'islamisation ou de réislamisation des immigrés de culture musulmane en les enfermant dans un ghetto alimentaire. C'est très important, cette notion est très importante, c'est-à-dire qu'en enfermant les gens dans la notion de permis ou d'interdit, de licite ou illicite, c'est l'application totale de la charia. Nous y revoilà. Donc le halal, c'est la charia à l'état pur. C'est vraiment le cœur nucléaire de la charia, puisque on définit évidemment ce qui est licite et ce qui est illicite, et tout est halal ou haram, puisque le contraire de halal, c'est haram. Vous voyez donc l'importance de la notion de halal. On a souvent restreint la notion de halal à l'abattage des animaux, c'est exact,
Et je vais vous montrer que c'est un moyen d'ailleurs de lutte contre cette notion de halal. Et beaucoup de gens pensent que le halal, c'est un petit peu comme les sushis, ou les nems, ou la cuisine mexicaine, hein, donc c'est une tradition exotique, alors qu'en fait, c'est un véritable business qui ramène de l'argent. Alors pas uniquement pour l'islam, bien entendu, parce qu'il y a des poches tout à fait accueillantes qui permettent de récolter une partie des fruits, mais c'est un moyen de financement de l'islam, des mosquées et du terrorisme. Ça a été démontré donc aux États-Unis et au Canada. Donc les circuits financiers du halal permettaient de financer des sociétés de charité islamique qui elles-mêmes finançaient des réseaux terroristes. Donc vous voyez l'importance de lutte contre le halal. C'est donc vraiment quelque chose de fondamental dans la lutte contre l'islamisation et pour la désislamisation, bien sûr, de ce fait. Et il est certain qu'à l'heure actuelle, les quelques associations qui luttent contre l'abattage rituel ne font jamais le lien avec l'islam. Et j'ai l'habitude de dire que parler du halal sans interroger, j'utilise le terme prudent d'interroger l'islam, donc parler du halal sans interroger l'islam, c'est un peu comme parler dans la maison d'un pendu, ne pas parler de la corde, hein, bien entendu. Les deux sont intimement liés. Alors, tout ça est cohérent. Alain Wagner a parlé ce matin, je crois, de l'ISESCO. L'ISESCO, je vous conseille de lire la stratégie qui a été établie par l'ISESCO pour le maintien des populations musulmanes dans des territoires non musulmans et pour les maintenir dans la pureté originelle de l'islam. Et tout ça a été mis en place en même temps. Quand Mme Bergeau-Blacker parle d'invention d'une tradition inventée il y a 30 ans, ce sont les conséquences des travaux de l'ISESCO et donc de ces musulmans, de cette organisation, la conférence islamique, qui regroupe les 57 pays musulmans et qui se sont joints, qui ont mis sur place, ce ne sont pas des imbéciles, qui ont mis en place une véritable stratégie qui est terriblement opérationnelle. Donc vous voyez, ça c'est le constat. Donc la compréhension qu'on peut avoir du problème du halal. Je ne m'étendrai pas, je pourrais continuer comme ça, mais justement, je voudrais faire quelque chose de plus concis possible et le plus pratique. Alors, après comprendre, il y a donc évidemment l'action, hein, puisque vous avez compris, le halal, c'est la charia à l'état pur. Pour agir contre le halal, il faut se servir évidemment des arguments que nous avons. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir, puisque c'est un petit peu ce qui a entraîné la création de Vigilance Halal il y a maintenant bientôt 5 ans, c'était justement d'intervenir sur l'abattage halal des animaux qui est devenu petit à petit majoritaire dans le pays, puisqu'il représenterait à l'heure actuelle plus de 60% des abattages. Et j'ai l'habitude de faire un jeu de mots qui n'est pas terrible, mais en cette matière, et j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas mettre la charia avant les bœufs. Hein, voilà. Donc, vous apprécierez ce jeu de mots. Alors, donc, il faut, effectivement, l'abattage halal pose 3 problèmes principaux auxquels on peut opposer des arguments rationnels et scientifiques. Le premier argument, c'est un argument sur la souffrance animale. Ça a été largement développé par des associations de défense animale qui souvent tombent d'ailleurs dans un sentimentalisme exagéré, hein, bien entendu, mais cet aspect émotionnel permet aussi de démontrer la violence et le non-respect de la vie qui est celui qui est sous-tendu par justement la charia. La vie animale n'est absolument pas respectée et ces gens-là d'ailleurs ne veulent pas évoluer alors qu'on sait très bien
y compris par l'analyse des textes. Ça a été démontré notamment par mon ami Sami Eldeb, professeur de droit comparé musulman en Suisse, à Lausanne, l'université de Lausanne, qui a émis d'ailleurs un avis pour le gouvernement suisse au moment où il était question de revenir sur l'abattage rituel en Suisse. Et donc, il a démontré que finalement, dans les textes, il n'y avait rien qui imposait cette pratique. Mais cependant, et c'est pour ça d'ailleurs que la dialectique de notre ami Alain Wagner est parfaite, parce que vous aurez certainement constaté que dès qu'on rentre et dès qu'on veut discuter avec les musulmans sur l'islam, sur les textes, c'est absolument inextricable. C'est inextricable. Ils trouvent toujours des arguments et on se perd, on est enfumé, c'est un véritable enfumage. Donc, on rentre pas, nous ne devons pas rentrer dans cette dialectique avec eux. Par contre, nous entrons dans la dialectique de la charia. La charia est inadmissible, y compris en matière d'abattage des animaux. Donc, les animaux doivent être étourdis. Et il faut, et je crois qu'il n'y a qu'une seule candidate, enfin, un seul candidat qui est une candidate aux élections qui arrivent, l'élection présidentielle, qui veut imposer l'étourdissement lors de l'abattage. Donc, souffrance animale. Deuxième problématique du halal, c'est un recul sanitaire absolument gigantesque. Et ça, on en parle beaucoup moins, et qui entraîne d'ailleurs des problèmes de toxi-infection alimentaire, notamment sur les steaks hachés, surgelés, qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc si j'ai un conseil déjà à vous donner, c'est de ne pas acheter de steaks surgelés dans les grandes surfaces, parce qu'ils proviennent, surtout s'ils proviennent d'un abattoir qui pratique l'abattage halal. Donc par une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, et à telle enseigne que plutôt que d'interdire l'abattage halal, le gouvernement a préféré dicter une directive en 2007, à la suite de nombreux cas de toxi-infection dans les écoles et les restaurations collectives, qui avait eu lieu en 2005. Donc, mais parce qu'à partir des années 2003-2004, il y a une montée en puissance de l'abattage halal. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être su. L'abattage halal est une méthode d'abattage qui est sale, parce qu'on coupe. C'est un égorgement large qui sectionne la trachée et l'œsophage, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui provoque des régurgitations gastriques qui souillent le théâtre des opérations, et l'animal traîne dedans, justement du fait de la technique. Troisième point, évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sont les circuits financiers générés par l'abattage halal, qui sont des circuits financiers absolument opaques, et je suggère comme mesure politique de poids, de même que c'est une mesure qui devrait être appliquée dans les quartiers pour lutter contre la délinquance dans les quartiers, de grandes manœuvres d'investigation financière et fiscale au niveau de tous les organismes qui gèrent le halal. Parce que, nécessairement, il y a beaucoup d'argent qui passe à côté, qui passe par maille, comme on dit dans le Midi, et qui va alimenter soit des poches particulières, soit des réseaux musulmans, donc pour la construction de mosquées, soit même des réseaux terroristes. Donc vous voyez l'importance aussi de lutter contre le halal, parce que c'est comme une tumeur, si vous voulez. Vous savez qu'une tumeur, pour lutter contre une tumeur, il faut supprimer son irrigation. Et c'est très important. Et si, par exemple, dans les trafics qu'il y a dans les quartiers, on mettait en place, plutôt que d'envoyer l'armée, ou peut-être parallèlement, bien entendu, dans ces quartiers, mais je pense que ça serait très efficace, si on voulait y mettre fin, d'envoyer des brigades fiscales enquêter sur les revenus des personnes qui font ces trafics. Vous voyez, donc ça c'est un moyen d'action qui est simple, qui est à la portée de tout homme politique qui aura un petit peu de volonté et de courage. Donc l'action à mener est une action de communication. C'est-à-dire que à partir de là, il faut se donner les moyens de communication
Alors effectivement, Jean-Yves Le Gallou disait que je n'ai jamais été invité au journal de TF1, j'attends d'ailleurs avec impatience, j'aurais des choses à leur dire, mais donc nous sommes obligés de nous reporter sur les médias alternatifs, donc TV Liberté, donc les réseaux sociaux, Facebook, pour faire connaître évidemment ces vérités. Ça c'est quelque chose, donc évidemment, qui pose problème, mais petit à petit, la vérité est en train de se faire jour, malgré tout, et il faut insister donc sur ces trois aspects donc, de l'abattage halal. Alors, pour continuer dans les actions pratiques, et c'est quelque chose que je déplore malheureusement de moins en moins d'ailleurs, dans les milieux de la résistance, de la dissidence, c'est que nous devons utiliser tous les moyens, même légaux, comme le disait Maurras, Charles Maurras. Et on ne se sert pas suffisamment du système judiciaire. En matière de halal, j'ai l'association que j'ai l'honneur de diriger, a une bonne dizaine de procédures en cours, essentiellement devant des tribunaux administratifs, sur un motif qui est relativement simple et pour lequel on n'a obtenu aucun résultat pour l'instant en première instance, puisque les juges, évidemment, ont tendance à voter en touche. Mais l'abattage halal est une dérogation. Pour contrôler cette dérogation, un abattoir qui désire faire du halal doit avoir ce qu'on appelle un cahier des charges, des commandes, un registre des commandes, donc spécifique pour le halal. Nous demandons simplement la communication de ce registre des commandes. Et on nous a toujours refusé. Et donc nous savons, notamment par une vidéo qui avait été tournée lors d'un reportage d'Antenne 2, l'abattoir de Meaux, et on nous a rejeté en première instance, mais on est en appel, que donc c'est un éleveur qui allait faire tuer ses animaux à l'abattoir de Meaux, et il voulait que ces animaux soient tués proprement. Et le préposé à l'entrée lui disait non, nous on abat tout halal ici. C'est-à-dire qu'il était en contravention totale. C'est-à-dire qu'il faut demander, donc le but c'est de demander à l'État le respect des textes, au moins le respect des textes, qui n'est pas appliqué, et le démontrer. Nous avons, donc ça c'est un premier point. Nous avons aussi, donc pour l'abattage rituel de l'Aïd el-Kébir, vous savez, tous les ans, la fête du mouton, nous avions mis en cause l'abattoir, un abattoir temporaire, puisqu'on accorde aux musulmans, donc pour l'application de la charia, puisque l'Aïd el-Kébir, ça fait partie de la charia, on leur accorde donc des abattoirs temporaires qui sont des installations complètement surréalistes, puisqu'on a fait fermer un paquet de petits abattoirs de proximité qui étaient bien utiles pour nos paysans, parce qu'ils n'étaient pas aux normes. Mais je veux vous dire que ces abattoirs temporaires ne sont absolument pas aux normes. Et il doit y avoir, donc, il y a des procédures, notamment, par exemple, ce qu'on appelle une étude d'impact, parce qu'un abattoir, c'est ce qu'on appelle un établissement classé. Donc il y a toute une juridiction, il y a toute une littérature administrative concernant les établissements classés. Eh bien, ces abattoirs se dispensent allègrement de ce qu'on appelle une étude d'impact. Parce que pour établir un abattoir, normalement, il faut faire une étude d'impact. Mais on ne le fait pas. Donc on est en contravention, et là aussi, nous mettons donc les autorités préfectorales et les mairies devant leurs contradictions et le non-respect de la loi. Vous voyez, donc, ça, c'est extrêmement important. Nous avons donc un dernier dossier dont je voudrais que je voudrais évoquer aussi un petit peu, devant le Conseil d'État, parce qu'en 2015, pour l'Aïd el-Kébir 2015, on a introduit en France, en le sachant, puisque les services sanitaires avaient tiré la sonnette d'alarme au mois de juillet, l'Aïd el-Kébir ayant lieu au mois de septembre, on a introduit une maladie qui s'appelle la fièvre catarrhale ovine, qui saisit les bovins et les ovins. Mais on savait très bien qu'en important des moutons, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas assez de moutons qui correspondent au type nécessaire pour l'Aïd el-Kébir. Il faut que ce soit des mâles âgés d'1 an, et d'un type racial particulier, et un petit peu donc avec des cornes,
hein, des poils, enfin une laine un peu particulière, etc. Donc on importe la plupart, notamment de Roumanie et d'Europe de l'Est. Et il en arrive même de Turquie. Eh bien, donc on a introduit cette maladie. Il y a la maladie, évidemment, s'est développée et a atteint l'intégralité du territoire français, bloquant les échanges intracommunautaires, puisque un pays qui est infecté ne peut plus faire d'échanges avec les autres, donc entraînant et aggravant le malaise agricole actuel. Et tout ça parce qu'on n'a pas appliqué les lois et règlements. Et nous avons un dossier scientifique énorme qu'on a remis au Conseil d'État et qui devrait être jugé donc très rapidement, d'autant plus que la fièvre catarrhale ovine pourrait, c'est une hypothèse scientifique qui est soutenue par des experts, pourrait devenir pathogène pour l'homme. Elle est de la même origine, de la même famille que le virus Ebola. Vous voyez un petit peu. Il pourrait y avoir, à l'occasion de recombinaisons virales, ça pourrait devenir dangereux pour l'homme. Alors vous voyez où on en est de la compromission des autorités administratives, et il est important de se saisir de ces facteurs-là pour attaquer et démontrer la complicité du système et lutter contre l'islamisation. Ce serait bien s'ils le mangeaient eux-mêmes uniquement. Oui, non, mais les microbes ne connaissent pas les religions. Donc, voilà. Ça serait bien, effectivement, mais c'est peu ça. Alors, vous voyez, donc, parmi les mesures que nous réclamons, la mesure minimale, ce serait que l'étiquetage des animaux abattus selon le halal soit fait et accessible à tous par un étiquetage informatif. Et cette mesure a été refusée sur un motif absolument délirant, puisqu'on a dit que cet étiquetage serait donc discriminatoire. Donc exigeons-le, je crois que là aussi, Marine Le Pen, hein, je suis désolé, c'est la seule qui s'intéresse apparemment au dossier. Elle est la seule à avoir mis donc vigilance halal est totalement apolitique, c'est-à-dire qu'on travaillera avec tous les politiques qui voudront bien travailler avec nous. Mais pour l'instant, il n'y a guère que le Front National et Marine Le Pen qui acceptent de parler de ces choses-là. Voilà. Alors, nous avons mis en place aussi, pour vous dire que les solutions existent, des actions d'influence sur les consommateurs. J'arrive à la fin, je ne sais pas si je suis dans le temps. Oui, mais là j'ai fini. Action d'influence consommateur, nous avons mis sur pied, si j'ose dire, un communautarisme béret-baguette, ce que j'appelle béret-baguette, à savoir que nous avons mis en place un site qui s'appelle Suivez le coq, qui permet de géolocaliser les bouchers qui se sont engagés à nos côtés pour garantir que la viande qui est sur leurs étals n'a pas été abattue selon le mode halal. Donc ça c'est très important, consultez ce site, faites pression sur vos bouchers, parce que là aussi on doit se prendre en main, le système nous a totalement abandonnés, donc nous devons en tant que citoyens aussi nous prendre en main et ne pas attendre que ça tombe d'en haut, puisque de toute façon on risque d'attendre longtemps. Donc chacun de nous doit se mobiliser. Et nous sommes en train de mettre sur pied également un autre site qui s'appelle Les Vigilants, qui est sur le modèle de ce que Greenpeace a fait avec les guetteurs. Alors, le site de Greenpeace, les guetteurs, ils classent les produits selon la teneur en pesticides ou en OGM qu'ils contiennent. Et donc, ils demandent aux personnes, à toute personne, là aussi, action citoyenne, d'interroger les marques, toutes les marques, hein, sur la présence de pesticides ou d'OGM. Nous avons copié ce système pour le halal. C'est-à-dire que quand vous savez que Kellogg's, par exemple, est halal, hein, donc les céréales du matin sont halal, non, voilà, donc il faut les boycotter et nous le mettrons évidemment dans la liste noire des vigilants.
Parce que et les consommateurs qui ont écrit à Kellogg's ont reçu une réponse leur disant que, de toute façon, effectivement, ils payaient un organisme de certification, parce que quiconque, il faut savoir, oui, que quiconque a le label halal a payé, a craché au bassinet, bien entendu. Donc, et ils répondent en disant que ces sommes sont modiques. Mais elles sont modiques, mais elles existent, ils les récupèrent sur le consommateur lambda. Vous voyez, je vous cite un autre produit qui s'appelle le Mélasommeil des laboratoires Urgo. Hein, ça contient la mélatonine, c'est un produit, vous savez, à base de produits naturels pour bien dormir. Eh bien, dans la composition, vous avez de la gélatine de bœuf halal. Et une consommatrice qui leur a écrit, qui nous a alerté, on lui a fait la réponse que on la comprenait, mais que la société ne pouvait pas satisfaire l'ensemble des demandes de ses clients. Vous voyez? Donc, c'est que ça correspondu à une demande. Voilà. Donc, vous voyez jusqu'où on en est. Alors, la conclusion, évidemment, ça serait d'interdire l'abattage halal, bien entendu. Ça, c'est une chose politique qui devra être prise. Et de continuer, bien entendu, à interdire l'Aïd el-Kébir, bien entendu, à la langue. Puisque là aussi c'est totalement interdit. Hein, c'est une tolérance. Et donc, combattre la notion de halal en général, bien entendu, en disant que le halal, c'est la charia. Donc, c'est sur ces mots que je voulais vous dire. Mais le combat est nécessaire et il peut être gagné. Je vous le garantis. Merci.